Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour les enfants. Première vidéo sur le thème de l'enfant intérieur. Bienvenue à vous toutes et à tous. Dans cette première vidéo sur le sujet de l'enfant intérieur, je souhaite vous parler de deux premiers points. Déjà, qu'est-ce que ça représente pour moi, cette notion d'enfant intérieur, pour moi et de façon un petit peu plus globale quand même, et d'où vient cette notion en remontant un petit peu le temps de notre histoire. Voilà. L'enfant intérieur, c'est quelque chose dont vous avez sûrement entendu parler pas mal, ou peut-être que vous découvrez avec nous aujourd'hui. C'est un vaste sujet et je pense que ça va mériter de faire l'objet d'une série de vidéos que je me propose de faire. Voilà, qui suis-je ? Sylvie Dubuc, je suis master coach personnel et professionnel. Je suis accoucheuse de l'enfant intérieur d'hommes et de femmes de 30 ans et plus qui sentent en eux-mêmes une rupture, un mal-être et qui désirent retrouver une vie plus harmonieuse. J'accompagne ces personnes à retrouver le sens profond de leur vie et à se réaliser pleinement dans les domaines personnels et professionnels, tout en se reconnectant à leur véritable nature. Une véritable nature retrouvée via l'enfant intérieur. Car je crois qu'il est important pour chaque individu d'être dans son harmonie intérieure, justement, afin de devenir créateur et créatrice épanouie de son écologie personnelle et planétaire. Pourquoi je m'intéresse à ce sujet de l'enfant intérieur ? Eh bien, c'est tout à fait personnel, évidemment. Dès la sortie de mon enfance, je me suis posé des questions sur les pourquoi pouvant expliquer le mal-être et le sentiment de disharmonie que je ressentais alors en sortant de mon cadre familial. Les cours d'histoire, des arts suivis durant ma formation musicale, puis ma pratique professionnelle d'artiste lyrique m'ont donné des débuts de réponses par l'accès que j'avais à des œuvres à la fois poétiques, symboliques et théoriques de plusieurs siècles d'art à travers l'Europe, en fait des origines de l'humanité à nos jours. Et puis, j'ai poursuivi cette expérience par une démarche plus personnelle et analytique, nourrie par la recherche à la fois consciente et inconsciente de la petite enfant en moi, dont je percevais la présence et le fait qu'elle sait. Il y avait toujours quelque chose en moi, une petite voix qui disait « je sais ». Mais il y avait du trouble et beaucoup de trouble par rapport à cela. Jusqu'au jour où a débuté l'expérimentation pour moi-même de ce processus de la reconnaissance de mon enfant intérieur, en parallèle avec un cheminement spirituel qui s'est avéré assez logique et qui m'a amené aujourd'hui à un état de paix assez sensible et une place plus sereine dans mes relations interpersonnelles ainsi que dans la société. Donc, c'est cette expérimentation que je voudrais partager au cours de ces vidéos. Tout d'abord au cours de cette première vidéo et puis des suivantes qui auront peut-être lieu à partir d'aujourd'hui. Donc, si nous regardons un petit peu cette notion d'enfant intérieur, ça fait quand même pas mal de temps maintenant que je suis sur ce sujet, sur la recherche, déjà pour moi, mais aussi une recherche un peu plus globale dans le cadre de mes accompagnements. Et je fais un constat. Lorsque je lis des présentations, des processus concernant la réhabilitation de l'enfant intérieur, des accompagnements thérapeutiques ou autres, je vois souvent des explications qui commencent à parler de l'enfant intérieur. Merci l'avion. Voilà, c'est notre voyage. Un avion un peu bruyant que nous laissons passer. Donc voilà, je disais, quand je lis des présentations sur le processus concernant la réhabilitation de l'enfant intérieur, je vois souvent des explications qui commencent à parler de cet enfant intérieur en évoquant tout de suite l'enfant blessé, l'enfant perturbé, comment il vient, comment il se manifeste dans un environnement dysfonctionnel. Ces explications qui commencent par nous parler des frustrations, des souffrances, des dépendances, des comportements irrationnels et autres relations malsaines que nous trimballons dans notre vie d'adulte. Ok, tout ça, c'est une réalité, c'est un fait, c'est factuel. Mais quand je lis cela, et en préparant ma petite vidéo d'aujourd'hui, ça m'a fait remonter un souvenir et ça m'a rappelé étrangement et sinistrement mes premiers cours d'éducation religieuse en sixième. Et oui, j'ai été éduquée en école libre, dite libre, où il était demandé donc dans ces cours d'éducation religieuse à des enfants de 11-12 ans que nous étions, donc des petits bouts de chou, de décrire tous nos péchés sur une page ornée de la croix du Christ. Oh, aïe, 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 vous imaginez ça, un petit bout de chou qui sort à peine de son cadre familial et on commence par lui demander, dis-nous quels sont tous tes péchés. Voilà, ça met à l'aise, ça cadre et ça calme d'emblée.
Voilà, à part que quand je repense à cet épisode, j'ai qu'une envie rétrospective, c'est fuir, ce qu'à l'époque je ne savais pas faire. Voilà, mais ceci dit, je me souviens très bien de mon ressenti de petit enfant qui dit non mais qu'est-ce que c'est ces histoires de malades, qu'est-ce que sont ces choses qu'ils nous demandent quoi. Bon, ok, il y a plein de choses qui sont pas belles en nous, le marketing va commencer par nous dire que rien ne marche en nous et l'éducation religieuse ou para-religieuse aussi, et tout ça va servir à nous vendre des solutions à adapter. Ok. Et ainsi, comme pour tout le reste dans notre société, emplie d'injonctions, du soi parfait, du fais plaisir, du adapte-toi encore plus vite que ça. L'éducation nous élève en regardant d'abord les torts, les fautes, les erreurs que nous faisons, les inconvénients que tout cela va induire. Et dans tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons oublié que sous ces carapaces éducationnelles se trouve notre véritable trésor, notre vraie source. Voilà. Pour moi, ce genre de rapport éducationnel et d'élévation, d'éducation, c'est comme vouloir nous inviter à faire une superbe course au trésor. Et puis on nous dit d'abord, ben, tu vas voir, il y a plein d'obstacles, tu vas te casser le nez, tu vas pas y arriver. Et tout ça, pensant bien faire, pensant que ça va nous motiver. Et en fait, dans toutes ces injonctions, il est oublié de nous rappeler que c'est un trésor qui est l'objet de la course, d'accord? Et alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à mettre un cataplasme presto rapido pour satisfaire ces injonctions, ou bien nous allons chercher à nous poser calmement et envisager la problématique sous un autre angle. Qu'est-ce qu'on va chercher d'abord? Est-ce que c'est l'enfant blessé, qui de toute façon va très bien savoir se rappeler à notre bon souvenir en temps, heure et situation? Ou bien est-ce que je vais chercher à prendre le temps de me remémorer que je suis autre chose de bien plus savant, savante, sage et créatif et créative? D'accord? Alors, comme vous pouvez l'imaginer et le pressentir à l'instant, j'ai envie de vous proposer de commencer par un angle de vision plus lumineux, qui en plus ne date pas d'aujourd'hui. Nous allons le voir ensemble. Moi, cette question de l'enfant intérieur, je l'envisage aujourd'hui dans cette société qui se développe de plus en plus dans une conscience spirituelle, où il y a cette idée qui fait son chemin, qui est une citation de Pierre de Teilhard de Chardin, qui nous suggère que nous ne sommes pas des êtres humains qui faisons une expérience divine, une fois de temps en temps et sous couvert de tas de règles et de dogmes, mais nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience humaine. Moi, j'ai découvert ce texte de Teilhard de Chardin au début des années 2000 et ça me poursuit depuis, quoi. Ça me permet d'envisager une vie spirituelle loin de l'éducation religieuse culpabilisante et patriarcale que j'ai, en ce qui me concerne, reçue et connue, et aussi pas mal de personnes autour de nous. Et donc, je vous propose là de voir avec vous comment cette notion d'enfant intérieur peut s'envisager dans cette perspective de connexion au divin, sachant pour chacun de vous que ce divin va se définir librement et dans la représentation que vous vous en faites. J'ai aucune prérogative là-dessus. Et ça n'empêche pas d'envisager la poursuite de cet exposé là aujourd'hui. Alors, cet enfant intérieur, dans la psychologie, depuis le XXe siècle, il désigne la part enfantine de l'adulte qui est liée au fonctionnement primaire et instinctif de l'enfant. L'enfant intérieur, qui a d'autres noms, dont l'enfant divin, peut prendre les traits du divin enfant dans la crèche de Bethléem, que nous connaissons dans notre religion chrétienne, tout aussi bien que celui d'un enfant joueur, comme Krishna qui joue de la flûte chez les Indiens, ou l'enfant amour aussi, avec son arc et ses flèches que l'on a connues tout au long de l'histoire, comme l'enfant espiègle dans Till Eulenspiegel et les légendes germano-nordiques. Et l'enfant intérieur fait aussi référence chez Jung à tout ce qui est de l'ordre du potentiel, de la croissance, du développement et du devenir. L'enfant est source de la divinité, de la régénération, du renouveau. Nous avons été un enfant et cet enfant vit en nous. Cet enfant vit de façon perpétuelle. Il nous suit toujours dans notre vie d'adulte.
son intérêt est là. L'enfant intérieur évoque aussi un élan créatif et joyeux de la vie en chaque personne. Il s'émerveille à travers nous, il éprouve la faculté de s'étonner, de jouer dans l'instant présent, de se faire plaisir, de ressentir toutes les émotions. Cet élan naturel de l'enfant, il est habité lui-même par l'élan vital originel qui se manifeste par les besoins de la personne de se développer, de croître, rayonner et de s'exprimer dans la version la plus grande de soi. C'est de cet élan originel que je voudrais partir aujourd'hui en restant centré sur la notion d'enfant intérieur comme élément ressource de l'être divin que nous sommes. Et pour ça, on va faire 2 escales dans l'histoire de l'humanité pour mieux connaître cet objet de notre recherche. Alors, je vous invite à vous installer confortablement dans vos fauteuils, à remonter le temps, ou dans vos avions, dans vos fusées, dans vos toutes montgolfières ou balais magiques. Et je vous invite aussi à vous agripper à vos bretelles pour appareiller. Et nous allons traverser l'espace-temps pour un premier temps, arriver à l'Antiquité. Qu'est-ce qu'il y a de merveilleux dans l'Antiquité pour l'enfant intérieur? On retrouve les figures archétypales d'enfants à travers les grands mythes de l'humanité. L'archétype étant un héritage psychique transmis par l'inconscient collectif. Et chez les Grecs, le puer aeternus est le nom d'un dieu de l'Antiquité qui s'applique au dieu enfant des mystères d'Éleusis. Pourquoi ces mystères d'Éleusis? C'était des fêtes traditionnellement consacrées à Déméter, à Perséphone, donc fille de Zeus, mais aussi à Hadès, l'époux de Perséphone, c'est-à-dire aux divinités de la terre et des morts. Des fêtes et un culte aussi consacré à Dionysos, lui-même qui est dieu de la vigne, du vin, de ses excès, de la folie, de la démesure, du théâtre et de la tragédie. Et donc ce fameux Dionysos, il était aussi intimement mêlé à la vie de la terre et de la végétation, donc associé aux divinités précédentes qui sont des divinités chtoniennes, en rapport, en relation avec la vie de la terre-mère. Donc ces mystères d'Éleusis, à l'époque, étaient le foyer du culte de la terre-mère. Et là-dedans, il y a ce lien direct déjà avec le puer aeternus. Et ces éléments, ces 2 éléments mêlés vont nous intéresser un peu plus tard dans notre voyage. Donc, cette notion de puer aeternus, d'enfant, identifié à Dionysos puis à Eros, qu'on retrouve donc tout au long des siècles suivants en Europe à travers le dieu de l'amour. Ce puer aeternus est un dieu non seulement de la végétation et de la résurrection, il est aussi le dieu de la jeunesse éternelle, de la jeunesse divine. Il est vu comme une sorte de rédempteur, donc de la régénération de la vie des dieux, donc d'une certaine perpétualité de la vie. Et à partir de là, cette première escale, je vous invite à remonter dans vos vaisseaux spatiaux et de partir appareiller pour notre 2e escale au milieu des forêts, de la nature luxuriante, au pays du berceau des contes et légendes de l'Europe du 19e siècle, et j'ai nommé l'Allemagne et le romantisme, qui, comme vous le savez peut-être, était une période artistique qui a puisé ses connaissances, notamment une partie au moins de ses connaissances, dans l'Antiquité grecque. Les Allemands étaient très très friands de l'époque antique de la Grèce. Donc, une des idées les plus novatrices du romantisme fut le concept de génie artistique, créateur, et donc par extension créateur, aussi du génie irrationnel, créatif, qui part du cadre de la raison de la période des Lumières. Et donc, ce concept romantique est animé d'une liberté intérieure qui va briser les cadres, les carcans des codes et des conventions, et puiser dans la subjectivité, va prêter l'oreille à l'inspiration divine, à l'intuition et aux passions. Et donc, vous imaginez que là-dedans, la notion d'enfant va prendre une grande, grande importance. Souvent, dans cette notion d'enfant et de romantisme, on parle des artistes. Évidemment, les artistes à l'époque, comme dans tout temps, ont été très novateurs sur les avancées de pensée de l'humanité. Mais évidemment, nous sortons du cadre artistique pour parler des capacités créatrices de l'homme. Donc, le foyer, c'est
les romantiques, les artistes romantiques, mais évidemment, c'était un collectif qui était en recherche à travers tout ça. Et donc, penser, quand on dit artiste, ou quand je vais dire artiste, mais plus souvent créateur, ça sera créateur et créativité. Donc, chez eux, chez nos amis les romantiques allemands, la glorification et la recherche assez systématique de l'enfance fait partie de leur thème privilégié. Sont eux, les Allemands romantiques, qui ont produit les théories les plus élaborées là-dessus et qui vont exalter les valeurs de l'enfance innocente, de la primitivité, de la simplicité naturelle. Ce qui les fascinait, ces romantiques, c'est l'équivalence qu'ils pouvaient établir dans leur vision du monde entre l'enfant, l'idéal artistique et donc créatif, et le pouvoir créateur de la nature. C'est pour ça que si vous vous intéressez à l'art de l'Allemagne du 19e siècle, il y a très souvent ces thèmes, et notamment celui de la nature qui vient souvent en premier, et très, très proche celui de l'enfance. Cette conception romantique, comme je le disais précédemment, est en référence directe avec la Grèce antique, vue plus haut, et aussi avec le Moyen-Âge. Les romantiques étaient très fans du Moyen-Âge. Pourquoi? Pour son aspect encore merveilleux, son aspect magique par rapport à la nature. Ce sont des résurgences, des pratiques et des connaissances des forces de la nature avant que tout ça vienne être coupé par la religion catholique et la religion chrétienne. Donc, dans cette conception chez les romantiques, le caractère prodigieux et innocent de l'enfant prend un sens tout particulier. Il est carrément reçu comme une idée d'un paradigme d'une humanité complète. Donc, pour eux, il faut l'envisager comme une humanité nouvelle aussi, en se reportant dans l'histoire. Et l'enfant représente l'origine absolue où chaque être doit puiser les sources de sa création. Vous voyez, c'est quand même assez puissant. Pour eux, les romantiques, l'existence de l'enfant se déroule sous le signe de l'imagination créatrice, de la fantaisie, du jeu, de la rêverie, et constitue ainsi l'expression immédiate des puissances de l'inconscient. Pour eux, tout comme la vie des fleurs est nourrie de l'intérieur par les sèves végétales, l'enfant tire sa force uniquement de l'inconscient et dispose ainsi de capacités prophétiques. Et moi, j'étendrai même l'idée plus vaste, c'est qu'ainsi, l'adulte pourrait accéder via son enfant intérieur à ces mêmes forces de l'inconscient. Donc, c'était tout un cheminement chez les romantiques pour arriver à ce qu'il y ait une expansion de conscience, si je puis dire, à leur époque. Ils envisagent aussi l'enfant en tant qu'être naturel, c'est-à-dire qui est issu directement de la nature. Donc, il est intégré à 100% dans la nature chez eux. Il incarne l'image de l'homme parfait qui vit en harmonie totale avec la nature, qui est conçue chez les romantiques allemands comme la mère nourricière, donc pas seulement chez les peuples chamans, etc. Au 19e siècle, c'était une notion qui était très fortement répandue aussi. C'est notamment, pour donner un exemple d'un ouvrage, c'est le thème du Parsifal, qui est un ouvrage, un opéra de Richard Wagner. Le thème du Parsifal, c'est l'enfant élevé par sa mère dans une forêt loin de la civilisation et de ses fracas, notamment la nature conflictuelle de l'homme adulte qui est manifestée dans les conflits et dans la guerre. Donc, élevé loin de tout ça, évidemment, il n'en a pas connaissance. Reste pur, cet enfant, et il est en lien direct avec son pouvoir d'innocence qui devient rédempteur et guérisseur éventuel du monde de l'adulte. Donc c'est quand même, vous imaginez, quelque chose de fortement puissant quand on regarde ça vraiment. Et c'est aussi une notion de rapport enchanté qui s'institue entre l'enfant et la nature, qui est vu comme le fruit de l'innocence enfantine. Et le mot innocence n'a pas le même sens, n'a pas la même définition que pour nous aujourd'hui. L'innocence à l'époque, l'enfant innocent, ça définit dans ce cas une connaissance instinctive qui est opposée à la connaissance de la raison. Ça définit aussi la capacité à regarder le monde naïvement, avec étonnement et simplicité, c'est-à-dire de le voir vierge de toute empreinte humaine pervertie du monde adulte. Et cette ignorance, cette innocence, permet à l'enfant de vivre dans une autre temporalité que les adultes. Il est entièrement dévoué à l'instant présent, il ne connaît ni passé ni futur, ça le rend exempt de toutes les tribulations de la conscience malheureuse, qui va être aussi un aspect, certain aspect du romantisme allemand, mais qui n'est pas celui qui nous intéresse pour l'instant.
Donc, cet enfant, à l'époque, incarne une existence heureuse, une existence idéale. Et tout ça, chez les romantiques allemands, est un paradigme nouveau. C'est le paradigme du regard étonné, du regard qui découvre toujours du neuf, de l'inconnu, et qui est ainsi posé comme constitutif de l'acte créatif, de l'inspiration. C'est-à-dire que pour eux, à partir du moment où l'enfant, dans sa naïveté, dans sa pureté, en fait, est vierge de toute autre connaissance, mais en fait, il est au plus près de l'inspiration divine. C'est l'explication, la transposition que nous pourrions faire à notre monde aujourd'hui. Mais c'est, je pense, à mon sens, exactement cela dont nous parlent les romantiques. Donc, ainsi, pour eux, l'enfance individuelle condense un âge d'or de l'humanité. Enfant et primitif, au sens de premier, vierge aussi, se partagent les mêmes attributs. Le primitif historique renvoie au primitif culturel, qui est découvert successivement dans l'enfant, dans les peuples et un peu plus tard dans l'inconscient collectif. Et il y a aussi, pour les romantiques, donc dans ce désir de quelque chose de nouveau, de renouveau de l'humanité, un parallélisme entre l'évolution individuelle et l'histoire collective de l'humanité, qui est complétée chez eux par la projection utopique de nouvel âge d'or. Eux, en fait, ils partent du point de vue, du constat que le summum est déjà atteint au début de la vie. Donc, ça veut dire que plus l'enfant est proche de sa naissance, plus, en fait, il est proche de quelque chose qui est plus grand qu'eux. Hein. C'est ce que nous appelons aujourd'hui cette conscience de la connexion à la source, au divin. Et donc ensuite, pour compléter leur idée, ils pensent que l'humanité ne fait que déchoir progressivement jusqu'à l'état catastrophique du présent. Donc selon un projet culturel et éducatif des romantiques, la société est appelée à une seconde naissance qui vise à redécouvrir la perfection perdue. Donc, il y a un intérêt pour eux en tant que personnes adultes à reprendre conscience de l'état naturel, premier de l'enfance. Voilà, de cette manière, l'homme retrouve ses capacités créatrices perdues pour pouvoir accomplir son destin magique. Voilà ce que les romantiques nous disent, l'état originel de l'homme est marqué par la communion totale qui existe entre lui et le cosmos à travers la nature. La nature est le lien direct, la nature et l'enfant. Par le biais de la matière, de la terre-mère, de la mère nourricière, l'être règne dans une sorte de paradis terrestre de la matière, fondu dans la douceur d'une matière adéquate. Il semble que dans ce paradis matériel, l'être baigne dans la nourriture, qu'il soit comblé de tous les biens essentiels. Donc en fait, pour eux, voilà, de retrouver cet état originel en soi et de le faire perdurer depuis l'enfance permet d'être bien dans ce monde et qu'en fait, il y a la simplicité. Et pour eux aussi, cette créativité est le fruit spontané de l'imagination qui se manifeste encore en toute liberté chez l'enfant relié à la nature. Et tout comme l'émerveillement accompagne l'activité imaginative sincère, l'enfance représente les temps heureux où le monde s'émerveille et où le monde émerveille. Et c'est cette conscience naïve qui est à la base de la créativité, de l'inspiration et de cet état d'émerveillement qui engendre souvent la création. Cette notion du rêve aussi, qui se développe très fortement chez les romantiques, leur permet de se situer en état d'enfance permanente et donc de réactualiser en eux la fusion originelle entre le moi et le non-moi, tout en étant le prélude et la condition sine qua non de toute création. Donc on voit en fait que ces romantiques allemands, ces personnes étaient dans une recherche profonde qui déjà préfigure quelque part les données psychologiques dont nous sommes issus dans ce XXe siècle. Dans ce modèle romantique, l'enfant est conçu comme une totalité humaine et absolue potentialité créatrice. Le rêve de l'enfant, c'est le rêve qui nous rend en notre enfance. On a souvent dit que l'enfant réunissait toutes les possibilités. Donc pour eux déjà, chez les romantiques, voilà, l'enfant réunit toutes les possibilités. C'est à partir de ces possibilités que l'inspiration, la création, dans tous les domaines, peut s'exprimer.
toutes les enfances sont les mêmes, que ce soit l'enfance de l'homme comme l'enfance du monde. Donc, il y a aussi, à partir de cette notion de l'individu, c'est comment l'individu a conscience de qui il est, pourra donner une meilleure conscience au monde. Donc, c'est quelque chose, vous voyez, qui n'est pas une donnée qui n'est pas nouvelle pour nous au XXe, XXIe siècle. C'était déjà là chez nos amis les romantiques. Et avec eux, justement, cette image de l'enfance, de l'expérience d'être enfant, est déjà un idéal rendu présent par l'image de la force pure et libre de l'enfance, de son intégrité, de son infinité qui nous touche profondément. Et ça montre que chez ces hommes en recherche de soi au 19e siècle, l'enfant incarne aux yeux de l'adulte la complétude des possibilités de réalisation de soi qu'il a manqué dans son parcours évolutif. Donc, si je résume un peu, et comment moi je comprends cette chose-là, et cette grande donnée que nous offrent les romantiques allemands et cette période très très prolifique, c'est que les romantiques voient l'enfant innocent l'expression de l'être dans sa complétude divine. Ils expriment généralement dans leurs œuvres une certaine nostalgie de ce monde divin, en même temps que leur souhait d'en retrouver l'accès. C'est pour ça qu'il y a eu, au point de vue artistique, une prolifération de production aussi. Et je pense aussi que cette vision de l'enfant qui fascine les romantiques dans leur désir de générer un monde nouveau, comme on pourrait le voir aujourd'hui, je dirais qu'ils avaient une conscience de ce que leur état d'enfant représentait à la fois de ressources et de réponses pour un nouveau paradigme humain. Et l'héritage pour nous aujourd'hui de cet idéal romantique, c'est pas le tout d'en faire l'apanage, mais c'est voir quel héritage ils nous ont laissé. Il tient dans le parallèle de l'enfant innocent avec tout ce qu'il a de connaissances instinctives, de capacité d'être dans l'ici maintenant, dans la spontanéité, dans sa créativité naturelle et son lien direct à son imaginaire, et parallèle avec le primitif, donc ou peuple premier, qui est vierge de tout contact avec la civilisation, donc libre de sa connexion, de sa connaissance directe des pouvoirs de la mère nature et du divin. Et ça nous amène cette notion d'enfant intérieur qui incarne non seulement l'image d'une vie heureuse, joyeuse et idéale avec sa capacité d'émerveillement au monde, mais aussi, selon moi, cette force capacité de potentiel créateur qui est en lien direct avec la source divine. Et c'est, me semble-t-il, une capacité que nous appelons aujourd'hui la canalisation, qui se développe de plus en plus parmi pas mal de personnes, qui n'est autre que l'inspiration chez les compositeurs, les artistes, les génies inventeurs des siècles précédents. Et que ce lien fort est maintenu par le contact, le respect avec la nature et une meilleure conscience de notre réalité avec la terre-mère. Donc, il fait aussi un pont et une passerelle, dans mon sens, avec tout ce que nous développons aujourd'hui de conscience de l'écologie. Et je pense que c'est intéressant de le voir aussi dans cet aspect-là. Il y a une autre passerelle qui est faite au XXe siècle, fin XIXe, début XXe siècle, dans la continuité des recherches du romantisme allemand, c'est la psychologie, notamment avec quelqu'un comme Jung, pour qui l'enfant dans les rêves, les mythes, les contes et autres récits folkloriques représente l'aspect d'enfance préconscient de la psyché collective. L'enfant en tant que motif, pour Jung, fait également allusion à tout ce qui est de l'ordre du potentiel, de la croissance, du développement, du devenir du divin sur la terre, comme je l'ai déjà évoqué. L'enfant divin, il ne désigne pas une conscience enfantine seulement, mais une capacité de renaissance, de renouvellement. Donc ce lien avec le divin et la divinité chez les Grecs. Voilà. J'aime bien aussi cette expression qui est une évidence, ça enfonce une porte ouverte, l'enfant est l'avenir de l'homme, mais j'aime bien la voir sous un autre aspect, c'est dans le sens où l'adulte devrait être en lien constant avec cet enfant intérieur en soi, et l'adulte être cette personne qui par ce lien va perpétuer en conscience et en les laissant éclore pleinement tous les potentiels dont est porteur l'enfant dès sa naissance, sachant qu'il est le gardien de notre moi véritable. Ce vrai moi qui est en lien avec quelque chose de plus grand. Il est le détenteur de nos vérités. Il a les savoirs les plus profonds qui sont en fait reliés directement à notre source. Et ce serait en effet cette potentialité de renouveau chez tout adulte qui, tel un enfant, aurait constamment besoin de soins et d'attention.
Donc, non seulement l'enfant a besoin qu'on soit attentif, qu'on soit vigilant envers lui, mais l'adulte aussi a besoin de cette attention. C'est un besoin constant avec évidemment une autre conscience, plus de connaissances, mais en réalité, où la réflexion de Jung est reprise par les méthodes contemporaines qui s'adressent à l'enfant intérieur de l'adulte pour d'abord en prendre conscience et par la suite pouvoir établir un dialogue bienveillant et bienfaisant avec lui-même. Et plus il sera bienfaisant avec lui-même, plus il sera en attention et en vigilance avec le monde à l'extérieur. Donc ce sera un aspect relationnel qui sera facilité. Voilà mes amis, j'ai envie d'arrêter là-dessus. Je pense qu'il y a déjà pas mal de matière à mouliner, à digérer. Nous avons vu ensemble dans cette première vidéo cette notion de l'enfant intérieur qui pour moi a une valeur particulière, ressource et fondatrice de notre être à travers trois grands repères, le Dieu enfant de l'Antiquité, comment ça a été repris et conscientisé par les romantiques allemands qui ont été très forts sur le sujet et qui ont passé le relais à des psychologues comme Jung, qui lui-même nous a laissé cet héritage. Donc tout ce réservoir ressources disponibles aujourd'hui nous permet de retrouver la voie de notre connexion au grand tout. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur ce sujet. Et s'il y a des questions complémentaires, eh bien nous allons voir ça ensemble et peut-être ça méritera des compléments d'informations dans de prochaines vidéos. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous nous racontez? Participe. Merci. Voilà. Alors, mes chers amis, je vous souhaite une belle journée en connexion avec votre enfant intérieur. Il n'y a pas de questions là pour l'instant, mais je pense que pour les personnes qui prendront le temps de visionner dans les heures, les jours futurs, s'il y a des questions, elles seront les bienvenues. Et je vous invite à visiter ma page Facebook sur le sujet, reconnaître son enfant intérieur, dont je vous mets le lien ici en commentaire et vous y inscrire si vous le désirez, évidemment. Voilà. Eh bien, mes amis, à une prochaine vidéo pour un direct sur un sujet qui va compléter cette notion de connaissance et de recadrage de qu'est-ce que nous recherchons lorsque nous parlons de l'enfant intérieur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.